Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette table ronde précédente particulièrement riche et convaincante. Je me présente, je suis Julie Baudin, je suis directrice générale de Bouge ta boîte et Bouge ton groupe. Et nous, notre métier, c'est de bouger l'égalité, bouger la mixité et faire en sorte que demain, la société, nos entreprises, soient la représentation de notre société, c'est-à-dire 50% de femmes, 50% d'hommes, quels que soient les échelons de décision et les instances et les organisations. J'ai le plaisir d'animer ce moment autour de la mixité et du développement durable, cure de Désinfox. Alors, je crois que depuis ce matin, il y a eu pas mal de réactions, je crois, dans le chat sur le lien entre développement durable et mixité. On pourrait se dire, mais c'est quoi le lien entre les deux? Je ne vois pas bien pourquoi l'égalité permet plus de développement durable. Eh bien, comme vous l'avez vu depuis le début de cette journée, la mixité a toute sa place dans les sujets de développement durable. Pourquoi? Et parce qu'avec les femmes qui vont m'accompagner tout à l'heure, on est absolument convaincus que, autant que l'éradication de la pauvreté ou la sauvegarde des forêts, la mixité est une solution. Et ce n'est pas simplement une mode ou autre chose, c'est simplement une solution qui va permettre des solutions concrètes, équilibrées, en faveur du développement durable et des sujets qui ont été largement aussi abordés dans la table ronde précédente. Alors on l'a dit, la mixité, ça permet des solutions équilibrées, justes, représentatives de ce qu'est notre monde et nos entreprises. Et Interrel œuvre en faveur de ces sujets-là depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, pour aborder tous ces sujets, je vais accueillir 6 femmes avec moi, mais elles ont été bien plus nombreuses à préparer ce moment-là avec nous. Donc, on va accueillir Danielle Jordao de SAP. Je vous demande de l'applaudir. Chantal Lechenadec, IBM. Mélodie Chauvin d'Asso Systèmes. Ameline Lerouzic, Qualcomm. Christine Lamoureux, Orange. Et Alice Roucher, Orange. Merci mesdames et bienvenue. Je vous invite à vous installer. Alors, avec les 6 femmes et bien d'autres encore qui ne sont pas toutes sur scène, nous avons tenu à ce que cet événement, en tout cas ce moment, soit participatif. Donc on va avoir besoin de vous et on va vous interroger et on va vous poser quelques questions. Alors, c'est parti. La première question va être, selon Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, combien d'années faudrait-il pour atteindre l'égalité femmes-hommes? Données du 8 mars 2023, donc extrêmement récente. Les réponses sont les suivantes. 125 années, il y a le temps. 1 siècle encore à attendre, soyons patientes. 300 ans, je vois que ça s'affiche, je vois qu'en régie, on va plus vite que moi, mais c'est parfait, ça veut dire que vous êtes déjà sur le survey, donc pas de souci, on va afficher les résultats en même temps, et donc le dernier choix qui était, c'est déjà le cas, l'égalité est atteinte. Non. Alors, avis à vos téléphones, je vous laisse voter. Les chiffres sont globalement assez connus sur ce sujet. Ah, c'est le direct. « 300 ans, c'est pas demain la veille. » C'était ça qu'on avait tout à l'heure. Alors, je veux bien qu'on affiche les résultats. Voilà, merci. Ah, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ah, il y en a qui sont plus sûrs, là. Bon, dans tous les cas, c'est très long, hein, vous l'avez remarqué. Heureusement, personne n'a répondu la dernière, vous me rassurez. Ça veut dire que vous êtes au bon endroit.
Alors, mesdames, est-ce qu'on peut donner la réponse? Ah, ça bouge encore. Un siècle à attendre. 300 ans. On a la bonne réponse? Bah oui, c'est ça, c'est 300 ans. C'est 300 ans. Donc ça veut dire qu'il faut continuer aujourd'hui et intensifier. C'est ça. Donc ça veut dire que 300 ans, c'est beaucoup. Hein, plus aucun de nous ne sera là pour voir l'égalité, c'est quand même pas très très rassurant, mais au moins on pourra se dire qu'on aura œuvré pour et qu'on aura posé nos petites pierres. Alors je vous propose de passer à la question suivante, qui est la suivante. Dans les entreprises du CAC 40 qui ont un COMEX les plus féminisés, quel est le gain en pourcentage sur l'indice de qualité RSE? 1,4%, c'est si peu. 12,8%, ce n'est pas la gloire non plus. 29,7%, ça commence à être intéressant. Et est-ce qu'il y a des entreprises avec des COMEX féminisés? Alors, trop peu à notre goût, mais il y en a quand même. Alors, avis à vos téléphones pour voter. On laisse quelques minutes. Je vois que ça discute, ça échange. Je vous propose d'afficher les résultats. Ah, on a quelques-uns qui nous disent est-ce qu'il y a des entreprises avec des COMEX féminisés? Oui, 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 je vous confirme. 22% des COMEX sont féminisés. Donc, OK, ça bouge un peu. Alors, mesdames, la bonne réponse dans le public? Je crois qu'on a un public globalement plutôt averti du sujet. Ameline? Oui, oui, c'est bon, ils ont la bonne réponse. Bon, c'est OK, ça va. On valide vos connaissances pour être sûr qu'on puisse aller plus loin. Merci à vous. Je vous propose d'aller à la question suivante. Je vous rassure, ça ne va pas être que ça la conférence. Hein. On en fait encore une ou deux et après, on aura plein de choses aussi à partager avec vous. Alors, dans les 15 entreprises du CAC 40, les plus féminisées, quel est le gain de croissance en pourcentage en 10 ans? 12%, ce n'est pas énorme. 27% au hasard, ça nous faisait plaisir. 43%, comme pour les autres entreprises du CAC 40. Et 240%, incroyable mais vrai. Étude Schema Lille 2021, et qui a été aussi une étude qui balaye notamment les effets pendant la crise Covid. Je vous recommande cette étude qui est totalement accessible. Alors, je vous laisse voter. Alors, on peut afficher les résultats. Eh bien oui, vous avez raison. Et c'est bien toute la raison pour laquelle on se demande pourquoi il est encore nécessaire d'expliquer que mixité égale performance, égale développement, égale innovation. Merci pour ça. On passe à la suivante, qui sera la dernière. Quel est le pourcentage de femmes lauréates du prix Goldman, appelé aussi Nobel vert ou Nobel de l'environnement, créé en 1990 aux États-Unis? 6% pour l'ensemble des prix Nobel, 33% parce que c'était notre chiffre porte-bonheur et qu'on avait envie, 44% presque l'égalité, et 68% parce que les femmes sont plus sensibles à l'environnement. Ça va, mesdames? Alors, on va pouvoir afficher les résultats. Mesdames, on est d'accord avec le résultat ou pas? On n'est pas sûr. Oui, on est d'accord avec le résultat. Alors, ce que je vous invite maintenant, merci pour votre participation. Je vois que vous avez été particulièrement acteurs et actrices. Donc on a voulu aussi partager ces résultats parce qu'ils posent aussi parfaitement le débat de ce que ça signifie, la mixité et le développement durable dans notre monde globalement et dans nos entreprises. Et donc,
on a souhaité, avec mesdames, parcourir quelques questions autour de ce sujet-là. Et nous allons commencer par Daniel. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La génétique. Eh oui. Est-ce que la génétique des femmes pourrait sauver la planète? Daniel, je crois que vous avez une réponse pour nous. Oui. Dans un premier temps, oui, c'est vrai. On pouvait penser qu'il existe quelque chose, une génétique propre aux femmes qui nous favorisait un comportement plus écologique que celui des hommes. On les voit, hein, pas dans le secteur de la tech, mais on est majorité dans les secteurs liés aux soins, comme par exemple l'éducation et la santé. On pourrait même se dire que c'est dans la nature des femmes de prendre soin des autres. Mais je dirais que cette idée est fausse. La différence d'empathie entre les hommes et les femmes n'est rien d'autre qu'un sujet de sociabilisation. Ce sont des stéréotypes mis en place par la société et malheureusement encore répandus dans nos entreprises. On va voir encore d'autres chiffres d'études qui démontrent que oui, on voit un comportement plus susceptible en faveur de l'écologie avec les femmes. On voit aussi des chiffres qui démontrent que les hommes sont plus susceptibles à émettre des gaz à effet de serre que les femmes. Mais la vraie réflexion sur cette question pose sur le fait qu'avec toute cette inégalité, le message est clair. Je me répète, désolée, on va se répéter toute la journée, mais l'émancipation des femmes et l'égalité des genres est aussi essentielle pour sauver la planète que toutes les questions d'émissions toutes les questions d'empreinte carbone, le développement des panneaux solaires ou les plastiques dans nos océans. Nous allons voir que pourquoi on doit faire ça. Déjà en 1992 à Rio, la ville que je prends à cœur, on parlait déjà de ça. Le leadership et la participation des femmes sont nécessaires pour résoudre cette crise qui est si complexe. On ne peut pas se contenter de la moitié. En fait, c'est ça. En fait, c'est simple. Le pourquoi, c'est parce qu'on doit compter sur 100% de talents féminins. Mais enfin, je voudrais aussi vous demander de rester attentives et attentifs, parce qu'on voit très souvent des femmes représentées comme des héroïnes. On nous rajoute des super-pouvoirs que peut-être ce n'est pas une façon de favoriser l'autonomisation des femmes, mais au contraire, ça pourrait aussi nuire à cette image de super-héroïnes qui vont tout faire et sauver la planète, en sachant que peut-être que c'est juste une charge mentale de plus. Merci, Daniel. On a besoin de 100% des talents, donc ne nous privons pas des talents, qu'ils soient hommes ou femmes, pour avancer sur ces sujets. Alors Chantal, en matière d'environnement, les femmes s'imposent-elles réellement? Est-ce qu'elles ont réellement une voix auprès des grands de ce monde et une influence? Alors effectivement, Julie, les femmes challenge et expriment l'urgence d'agir. En 1962, Rachel Carson publie le livre Silent Spring. Elle alerte sur les dangers des pesticides. En Afrique, au Kenya, Wangari Maathai lance le mouvement Green Belt en 1977 pour faire face à la déforestation. Greta Thunberg est sur le devant de la scène depuis 2018. Alexandria Ocasio-Cortez, jeune élue au Congrès américain, plaide pour les questions climatiques. Pourtant, dans les espaces de décision, la représentation des femmes est inférieure à la parité. Par exemple, en 2016, le conseil d'administration du Fonds vert pour le climat est composé à moins de 15% de femmes. Aujourd'hui, c'est mieux, c'est un peu plus d'un tiers, mais ce n'est pas la parité. En 2022, les femmes occupent 26% des sièges dans les parlements nationaux. D'après l'ONU, la parité ne sera pas atteinte avant 2062 au rythme actuel. Au niveau des instances locales, les femmes occupent un peu plus d'un tiers des sièges. Les études montrent que si les femmes sont associées à la prise de décision, l'environnement est mieux préservé.
ONU Femmes cite une étude de 2019 qui révèle que l'augmentation des femmes dans la représentation des parlements nationaux conduit à l'adoption de politiques plus strictes en matière climatique. Au niveau local, si les femmes sont associées à la gestion des ressources naturelles, on obtient de meilleurs résultats en matière de gouvernance et de conservation des ressources. Au niveau de l'entreprise, le leadership des femmes est associé à une transparence accrue. Donc oui, les femmes n'hésitent pas à challenger le statu quo, mais la présence dans le leadership politique et économique n'est pas encore à la hauteur des enjeux. La mixité, c'est la garantie que toutes les voix soient entendues et toutes les perspectives prises en compte. Merci, Chantal. Pour le rappel de ces chiffres qui démontrent que ça fait bien longtemps que les femmes contribuent évidemment au développement durable et à la prise de décision engagée, on va dire efficace, quand elles sont en pouvoir de décision. Le sujet est, sont-elles toujours en pouvoir de décision? Merci Chantal. Alors Mélodie, maintenant, on aimerait comprendre en quoi le fait qu'on ait un manque de politique RSE a plus d'impact sur les femmes que sur les hommes. Ce n'est pas aussi simple que ça à saisir, et je crois que c'est important qu'on ait cet éclairage. Merci pour cette question, Julie. Effectivement, pendant le colloque de l'année dernière, on avait déjà mis en avant les impacts liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Au départ, les outils de reconnaissance faciale et de voix reconnaissaient moins bien les femmes que les hommes, parce que les développements et les tests sont plus souvent réalisés par des populations masculines. Dans le domaine des dérèglements climatiques, les femmes émettent en moyenne 16% de moins de gaz à effet de serre que les hommes, notamment parce qu'elles se déplacent moins et moins loin. Une étude suédoise de 2021 montre que là où les femmes achètent plus de vêtements ou de meubles, les hommes, en revanche, achètent plus de carburant. Et ce carburant, il pèse lourd dans la balance carbone. Malgré leur empreinte écologique plus faible, les femmes sont plus affectées par les conséquences du changement climatique à l'échelle mondiale. En 2014 déjà, le GIEC nous alertait dans son rapport sur les inégalités de genre et sur la plus grande vulnérabilité des femmes face au changement climatique. C'est flagrant en particulier dans le secteur agricole, notamment dans les pays pauvres, où les activités agricoles sont majoritairement féminines. Quand des phénomènes climatiques tels que des sécheresses ou des inondations se produisent, comme au Pakistan ou au Bangladesh, on a pu le voir, ce sont les femmes qui subissent les premières, les baisses de rendement et l'infertilité de la terre. En Afrique, où la collecte du bois et de l'eau sont principalement féminines, ce sont les filles et les femmes qui devront parcourir le plus de kilomètres en raison des aléas climatiques. Malgré ces impacts négatifs, cela peut se transformer en atout, puisque les études de sociologie et d'économie s'accumulent pour montrer que les femmes ont une vision durable de la gestion des ressources. Elles peuvent être porteuses de solutions, et notamment, elles sont pionnières dans le domaine des énergies vertes et des nouvelles techniques d'agriculture. Après tout, leurs connaissances environnementales traditionnelles liées à leur expérience de terrain font d'elles des acteurs, des actrices incontournables du changement. Merci, Mélodie. Alors, Ameline, le développement durable, ok, certes, mais les femmes, elles sont déjà en position de décision, elles sont déjà entendues, non? Quand elles sont en situation de décision.
Alors, je dirais que non, car à part les exemples de femmes exceptionnelles que nous a cité Chantal tout à l'heure et la table ronde 100% féminine qu'on a pu voir, aujourd'hui, la place des femmes dans le développement durable, ça reste leur place traditionnelle dans le domaine domestique. Donc, je m'explique. Pendant longtemps, l'alpha et l'oméga du développement durable, ça a été la théorie du vote par l'argent et les éco-gestes. Donc on voit tout ce que ça veut dire, adopter un régime flexitarien, utiliser des protections hygiéniques réutilisables, faire des courses bio et locales, donc plus pénibles. Et tout ça, c'est des efforts, vu la répartition des tâches ménagères aujourd'hui, c'est des efforts qui sont majoritairement féminins. Et on a appelé ça la charge mentale écologique. Les femmes sont très très bonnes élèves sur ces pratiques. Elles internalisent mieux les messages d'alerte des scientifiques, elles sont plus préoccupées par les catastrophes climatiques et elles sont surtout plus à même de modifier leur comportement par rapport à leurs convictions. Et un exemple, moi, qui m'a beaucoup marqué dans la modification du comportement, c'est le désir d'enfant, le projet d'enfant. Donc je vais vous citer des études que j'ai vues qui ont été réalisées récemment en 2020 et en 2022 par l'IFOP et par Arte. Donc plus une femme a une sensibilité écologique, moins elle va avoir de projets d'enfants. Parmi les femmes qui disent elles-mêmes avoir le moins de sensibilité écologique, elles vont être 18% à ne pas avoir de projet d'enfants. Par contre, chez les femmes qui se disent plus écologiques, alors elles vont être 54% à ne pas avoir de projet d'enfants. Et ce n'est pas une corrélation sans causalité, puisqu'elles citent elles-mêmes la conscience écologique comme raison de leur décision. Et un autre chiffre qui m'a interpellée, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Donc parmi la population française plutôt écologique, plutôt jeune, plutôt à gauche, il n'y a que 25% des femmes pour qui c'est une évidence d'avoir un enfant. Par contre, il y a 37% des hommes. Donc moi, quelle que soit l'appréciation sur le chiffre, c'est la différence qui m'interpelle. Donc pour répondre à votre question, Julie, la place que les femmes ont dans le développement durable, c'est la place qu'on leur laisse, mais c'est surtout pas la place qui a le plus d'impact. Donc, depuis le début du mouvement du développement durable, on fait des efforts pour savoir ce qui est le plus efficace à faire. Et c'est le chiffre de carbone 4 de 2019 que vous connaissez certainement tous, qui est que si on vivait tous de manière héroïque, de manière individuelle, on ne pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre que de 25%. Donc les pourcents qui restent, c'est l'apanage du collectif, donc du politique, du législatif ou de l'entreprise. Et le rôle de colloques comme celui d'Interrel, c'est de faire sortir le développement durable du domaine domestique et de porter les femmes jusque dans les instances dirigeantes, politiques et de l'entreprise. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que maintenant que le sujet devient très très présent et que les alertes des scientifiques sont de plus en plus pressantes, on veut s'assurer que les femmes s'emparent du sujet et que le monopole de ce sujet ne revienne pas aux hommes comme ça a été le cas pour l'informatique. Merci, Ameline, pour cette réponse très complète et très éclairante. Merci. Christine, alors moi j'ai envie de dire, on n'a pas attendu la mixité, l'égalité, d'ailleurs on n'y est pas, pour avoir de la création de valeur, créer du business. Donc en quoi aujourd'hui ça devient aussi pressant ? Alors, ça pose la place des femmes dans le monde et dans le monde de l'entreprise. On va revenir sur un basique, mais je pense que c'est bien de rappeler des évidences. 8 milliards d'êtres humains sur Terre. C'est quoi la proportion de femmes sur ces 8 milliards ? J'entends pas. Voilà, c'est 49,6% de femmes. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, mais on le reprend. La démographie, c'est un facteur qui est présent de très nombreux enjeux aujourd'hui sur la planète. Que ce soit pour le vieillissement de la population, et je n'ouvre aucune parenthèse sur l'âge de la retraite. Je parle seulement du vieillissement de la population. Que ce soit l'accroissement des mouvements migratoires, ou l'accroissement de la mondialisation. Dans tous ces sujets-là, la démographie est un énorme enjeu. Ce capital humain, c'est une force, c'est notre force. C'est la force d'une nation, c'est la force d'une entreprise, c'est la force d'une association, d'un collectif, c'est la force de ce colloque. La mixité,
ça ne doit pas être vu seulement comme un critère de discrimination au sens des défenseurs des droits. Ça peut et ça doit être une richesse. Nous sommes toutes et tous une sorte de cocktail, une composante de multiples facteurs qui sont notre capital santé, nos origines sociales et économiques, notre profil cognitif, nos diplômes, bref, toute cette richesse-là est très diversifiée. Aussi, je vais partager avec vous 4 points que j'aimerais que vous arriviez à retenir, vous en connaissez peut-être déjà certains, mais qui sont des éléments pour pouvoir répondre aux objections qu'on entend parfois, je ne vais pas dire souvent, mais je vais rester positive, qu'on entend parfois concernant la place des femmes en entreprise. On revient sur notre sujet qui est mixité, pilier d'une entreprise durable. Premièrement, élargir le recrutement dans le monde du travail au profil féminin, aux compétences féminines, c'est avoir de plus nombreuses opportunités d'expertise pour les postes qui vont être ouverts et sur lesquels on va chercher à recruter. Ça, c'est le premier point. C'est assez basique. Le deuxième point, on l'a vu, la moitié des consommateurs sont en fait des consommatrices. Donc, recruter des femmes en entreprise, c'est aussi être capable de mieux répondre aux attentes et aux besoins de nos clientes. Ensuite, troisième point, la diversité des représentations. Elle est issue de la diversité de nos expériences, de nos compétences et on sait qu'elles améliorent, cette diversité-là, elle améliore les processus de décision et la créativité dans l'ensemble des organisations. L'Observatoire Schema a réalisé et a publié son étude pour l'édition 2023 sur la féminisation dans les entreprises. Qu'est-ce que ça nous indique, cette édition 2023 ? Ça nous indique que dans les 10 entreprises du CAC 40 où l'encadrement est le plus féminisé, et là je veux dire au-dessus de 50%, la rentabilité opérationnelle dans les entreprises, elle est supérieure de 48% à la rentabilité opérationnelle des 10 entreprises du CAC 40 où le management est le plus masculin. Et dernier point, la mixité, c'est une preuve d'ouverture dans les entreprises auxquelles sont sensibles l'ensemble des parties prenantes. Les clientes, je les ai citées, les clients et les clientes, mais également les futurs candidats dans nos entreprises en termes d'attractivité, ou encore les agences de notation, les médias, les pouvoirs publics. Pratiquer la mixité dans une entreprise, c'est répondre aussi à des enjeux business et entrepreneuriaux qui évoluent. Et je terminerai par un dernier exemple qui, à mon avis, illustre très très bien ces évolutions. Aujourd'hui, dans les appels d'offres, il y a une note qui est attribuée à la mobilisation de l'entreprise qui va répondre à cet appel d'offres, à la mobilisation sur la RSE, sur la diversité et sur la mixité. Vous êtes convaincus à présent ? Là, je crois que oui. Merci beaucoup, Christine. Alors, nous allons terminer ce moment avec Alice. Alice, on entend souvent que la présence des femmes, et ça a d'ailleurs été un peu illustré par la réponse de Christine, que la présence des femmes permet des décisions plus vertes dans les organes de décision. Mais est-ce que c'est réellement le cas ? Est-ce que c'est vrai ? Eh bien, c'est vrai. Ce n'est pas une blague. Beaucoup d'études le démontrent. Je vais vous le prouver avec les chiffres. Suivez-moi. Ces études, elles le démontrent à 2 niveaux. Premièrement, au niveau mondial, et ensuite au niveau de l'entreprise. Donc d'abord, au niveau mondial. En 2015, Laura McKinley a fait une étude qui montre que dans les pays où les femmes sont à la tête du pouvoir,
eh bien, pour ces pays-là, l'empreinte carbone est plus faible que pour les autres pays. Ensuite, au niveau de l'entreprise maintenant, ce qui nous intéresse particulièrement. Donc, je vais reprendre l'étude qu'a montrée Christine. Donc, Christine a montré que plus vous avez de femmes dans les COMEX et le middle management, et plus la rentabilité opérationnelle était élevée. Eh bien, cette équation, à votre avis, est-ce qu'elle marche aussi pour la RSE? Oui. Absolument. Cette équation, elle marche aussi pour la politique sociétale de l'entreprise. Donc, Schema a réalisé l'étude publiée en 2023 en analysant les rapports annuels des entreprises du CAC 40. Donc, on reprend en fait les 10 entreprises du CAC 40 qui ont féminisé le plus leur COMEX. Eh bien, on se rend compte que la politique de RSE de ces 10 entreprises est 40% supérieure à celle des 10 entreprises qui ont le moins féminisé leur COMEX. Mais ce n'est pas tout. Avoir des femmes au niveau du top management, c'est bien, mais on l'a vu tout à l'heure avec nos dirigeantes qui étaient là, il faut aussi des femmes dans le middle management. Et on retrouve la même proportion, donc les 10 entreprises du CAC 40 qui ont nommé des femmes managers, eh bien là, c'est 60%, leur politique RSE, la politique RSE de ces entreprises-là est 60% plus importante, plus efficace, de meilleure qualité que les 10 entreprises du CAC 40 qui, elles, ont quasiment évacué les femmes de leur encadrement. Donc j'espère là aussi que je vous ai convaincu. La politique de RSE, elle est largement gagnante quand on trouve des femmes dans le top management et dans le middle management. Merci Alice, merci mesdames pour ces réponses factuelles, illustrées. Je crois que c'est aussi important d'avoir des réponses structurées, argumentées. Le débat, c'est une chose, le débat d'opinion, c'en est une autre. Mais je crois qu'il est souvent important de rappeler les chiffres, la réalité, pour tous ceux qui douteraient encore, comme vous l'avez vu ici, que la mixité est source de performance et de développement durable. Alors maintenant, j'avance sur le slide suivant. On va vous proposer un défi. Donc rendez-vous sur M-Survey pour tous ceux qui n'y étaient plus. Oui, voilà, et je laisse la main à Christine. Ce qui nous paraît assez important collectivement, c'est que finalement, au-delà des éléments qu'on partage avec vous aujourd'hui, vous puissiez repartir avec une sorte de take-away, un package, mais qu'on vous passe le relais et que vous choisissiez parmi ces propositions, donc parmi ces 5 actions qu'on vous propose, laquelle vous engagez-vous à mettre en place quand vous quitterez ce colloque? C'est extrêmement important. Vas-y, je te laisse donner les réponses. Alors, la première réponse, je parle de 2 idées clés du séminaire à 5 personnes de mon entreprise, dans ma réunion d'équipe, à la machine à café, en partant prendre le métro. Ameline. Deuxième proposition d'action, c'est j'inclus un de ces sujets dans ma prochaine réunion d'équipe. Je poste une idée clé ou un chiffre clé de cette journée sur les réseaux sociaux. Je m'informe sur la politique de mixité dans mon entreprise. Ou si vous préférez, je peux trouver un allié ou une alliée dans mon entreprise pour construire plus de mixité. Alors, c'est à vous de répondre maintenant. Nous, on est convaincus ici que chacun peut agir dans son champ d'action, dans son quotidien, dans son entreprise, dans sa vie aussi parfois, et que toutes ces actions permettent la mixité, le développement durable, et rien que de retranscrire les réponses que vous avez eues aujourd'hui, les chiffres clés, d'en parler ce soir à dîner, d'en parler demain, peu importe, vous aurez contribué à ce qu'il y ait une meilleure compréhension du lien entre mixité et développement durable. Alors, je propose maintenant que l'on affiche les résultats. Alors, je parle de 2 idées du séminaire à 5 personnes de mon entreprise et je poste une idée clé ou un chiffre clé de cette journée sur les réseaux sociaux. Alors sur attention, les réseaux sociaux, sans oublier le hashtag Interrel 2023, bien sûr. Exactement, j'allais le dire. Et sans oublier,
parce que nous, ça nous intéresse de savoir ce que vous allez partager, etc., et de savoir ce que vous avez retenu. N'hésitez pas à nous taguer aussi. On sera très curieuse de voir ce qui a retenu votre attention. Et puis, c'est très partagé, et j'ai envie de dire que vous l'avez bien compris, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce défi. Ce qui compte, c'est que chacune et chacun ici dans cette salle se mette en action. Alors, il est maintenant venu le temps de la conclusion, et je vous remercie vivement pour votre attention. Alors, vous l'avez entendu, on a introduit comme ça, et je crois que toutes les réponses qui ont été apportées par mesdames, on a répété et re-répété, mais parce que la pédagogie passe par la répétition, je crois qu'on dit ça. Eh bien là, je crois qu'on l'a répété, et c'est extrêmement important de ne rien lâcher sur ce sujet-là, pour qu'il y ait un maximum de monde engagé et convaincu. Alors les chiffres sont édifiants, et en préparant cette table ronde, à certains moments, on s'est même dit, mais pourquoi il est encore temps de les rappeler? Ils sont tellement caricaturaux, même parfois, qu'on se demande pourquoi on doit encore les expliquer. Eh bien parce que c'est ce qui contribue à faire avancer les choses, et puis parce que le concret met aussi les mots sur les vraies actions. Et puis, pour que la mixité ou l'égalité ne soit pas juste une mode ou une volonté féministe parmi d'autres, eh bien, la mixité, c'est aussi un vrai lien avec les sujets d'actualité, je crois. Bravo aux dessinateurs. Je ne sais pas si nous assumerons ce message sur les réseaux sociaux, mais pourquoi pas. Merci pour ce clin d'œil. Et donc, comme je le disais, on nous dit parfois l'égalité, la mixité, l'égalité de genre, c'est une mode, c'est le nouveau truc à la mode, etc. Eh bien, vous l'avez compris, c'est loin d'être une mode. C'est surtout une nécessité, une urgence, une vraie réponse et des vraies solutions en faveur du développement durable. Donc ici, en tout cas, nous sommes, je crois, si vous êtes aussi nombreux et nombreuses à assister à ce moment partagé avec nous, c'est que vous êtes au moins tout aussi sensibles que nous à la nécessité d'agir en faveur de ces sujets dans vos entreprises. Et surtout, nous sommes convaincus que les défis que nous avons lancés ici, ou les petits pas que nous pourrons faire dès en sortant de ce colloque aujourd'hui, eh bien, ils feront demain des milliers de pas et des millions de pas. Nous avons aussi, et ça a été dit avec la table ronde précédente, un devoir d'éducation aussi auprès des jeunes et d'influence, évidemment, pour qu'ils soient eux aussi acteurs de ces sujets. Alors, pour terminer, je terminerai sur Bouge ton groupe, que vous retrouverez juste à côté, qui est la société que je représente aujourd'hui, puisque j'en suis la directrice générale. Bouge ta boîte et bouge ton groupe. Nous, on a choisi de bouger les carrières des femmes et l'égalité professionnelle au sens large, toujours en étant convaincus que c'est l'égalité et la juste place des femmes et des hommes dans cette société qui fera un monde meilleur demain. Donc, si vous aussi, vous en êtes convaincus et que vous cherchez des solutions pour vos entreprises, eh bien, vous pouvez nous retrouver juste à côté. Je remercie vivement, mesdames, et je vais vous proposer... ensemble, si vous en avez envie, de vous lever avec nous, si vous êtes d'accord. Le photographe doit pas être très très loin. Voilà, il est ici. Et je vais vous proposer de faire simplement un geste comme ça pour aller ensemble vers plus de mixité en faveur du développement durable. Alors, c'est parti. Wow, super, merci. Bravo.